La pluie s'abattait contre les murs de verre de l'Hôtel Plaza. Elle transformait l'horizon de Manhattan en un flou d'argent et d'or. À l'intérieur de la suite Penthouse, Ethan Cole leva une coupe de champagne en cristal. Les bulles captaient l'éclat du lustre au-dessus de lui. En face de lui, Sabrina Voss, la séduisante directrice des relations publiques de l'entreprise, rit doucement. Ses lèvres rouges effleuraient le bord de sa flûte. L'air entre eux scintillait de danger, de parfum et de trahison. Il s'était dit que c'était juste une nuit pour célébrer l'accord qui faisait de lui un milliardaire à nouveau. Une évasion sans conséquence, loin de la pression, loin des pleurs de bébé qui résonnaient dans son esprit. « À la liberté », murmura Sabrina, en trinquant avec lui. Ses yeux brillaient comme de l'ambre en fusion. Ethan ne réalisait pas qu'à cet instant, la liberté avait un prix bien au-delà de sa fortune. Son téléphone vibra sur le comptoir en marbre. Un texto de sa femme, Claire, apparut brièvement à l'écran. « Le bébé a de la fièvre. S'il te plaît, rentre à la maison. » Il le retourna, face contre table. La main de Sabrina glissa sur la sienne. La musique pulsait faiblement dans la pièce voisine, et dehors, le tonnerre grondait. Quelques heures plus tard, la suite était silencieuse, parfumée de champagne et de regrets. Sabrina dormait profondément sous des draps de soie. Pendant ce temps, Ethan se tenait près de la fenêtre, regardant la foudre ramper à travers la ville. L'espace d'une seconde, il pensa à la voix douce de Claire, à ses yeux fatigués. Il se souvint de la façon dont elle lui murmurait « Je crois en toi » avant chaque grande réunion. Mais l'ambition avait depuis longtemps remplacé la confiance. Il se convainquit qu'il se rattraperait auprès d'elle demain. Quand l'aube se leva, il quitta l'hôtel, la tête battante, la cravate desserrée autour du cou. Les rues de la 5e avenue brillaient sous la pluie matinale. Il s'arrêta dans un Starbucks, commanda un café noir et fixa son reflet dans la porte vitrée. Un costume cher, des yeux vides, un étranger qui le dévisageait. Lorsqu'il arriva à son penthouse, l'atmosphère semblait étrange. Trop calme. Pas de berceuse venant de la chambre d'enfant. Pas d'odeur de lotion pour bébé ou de café frais. Son estomac se noua. « Claire » appela-t-il, sa voix résonnant sur les murs. Silence. Puis il vit le berceau, vide. La couverture du bébé était pliée soigneusement sur le fauteuil à bascule. Son cœur battait la chamade quand il remarqua l'enveloppe sur le comptoir. Son écriture était douloureusement familière. Il la déchira. À l'intérieur, il y avait une seule page et la clé de la maison. Les mots étaient courts, tremblants, mais clairs. La nuit dernière, pendant que tu étais avec elle, la fièvre de notre fils a atteint Saint-Troy. Je t'ai attendu. J'ai enfin compris. J'attendais un homme qui n'existe pas. La clé glissa de sa main, heurtant le marbre avec un son sec et creux. La pluie striait la fenêtre comme des larmes. Son téléphone vibra de nouveau. Un texto de Sabrina. La nuit dernière était inoubliable. Ethan tomba à genoux, réalisant la vérité trop tard. Sa femme et son nouveau-né étaient partis, et avec eux, tout ce qui l'avait jamais rendu humain. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le silence. Ethan entra dans son penthouse de Manhattan, un espace autrefois rempli de chaleur, de rires et du doux murmure d'une berceuse. Maintenant, il ressemblait à un mausolée. L'odeur de la poudre pour bébé flottait faiblement dans l'air, se mêlant cruellement au froid stérile des sols en marbre. Le bruit de ses chaussures chères claquait à chaque pas, résonnant dans le vide qui l'entourait. Claire. Sa voix tremblait. Pas de réponse, seulement le faible bourdonnement du réfrigérateur et le grondement lointain du tonnerre. Il appela de nouveau, plus fort cette fois, mais la seule réponse fut l'écho creux de sa propre voix. Sur la table de la salle à manger se trouvait un biberon à moitié rempli de lait, froid et intact. À côté, une photo encadrée 2-3, prise seulement 2 semaines plus tôt à Central Park. Le sourire de Claire était doux, fatigué, mais radieux. La main d'Ethan reposait fièrement sur son épaule. Il se souvenait très bien de ce jour. Elle avait plaisanté sur le fait qu'il ne changeait jamais les couches, et il avait ri, promettant qu'il commencerait demain. Il n'y aurait pas de lendemain. Plus maintenant. La panique l'envahit. Il attrapa son téléphone, composa son numéro encore et encore, tombant directement sur sa messagerie vocale. Il appela l'hôpital. Aucune admission récente. Il appela sa meilleure amie. Pas de réponse. Chaque seconde semblait plus lourde,
comme si les murs se refermaient sur lui. Il trébucha dans la chambre d'enfant, une pièce que Claire avait peinte elle-même dans des teintes pâles de bleu et de crème. Le fauteuil à bascule grinça légèrement, se balançant dans le courant d'air de la fenêtre ouverte. Sur la commode, son alliance brillait à côté d'une note pliée. L'écriture était la sienne, calme, délibérée, finale. « Ne nous cherche pas, tu as déjà choisi qui tu es. » Son souffle se coupa. Pour la première fois depuis des années, Ethan Cole, l'homme qui avait conquis l'horizon de New York, se sentit impuissant. Il s'effondra sur le sol de la chambre d'enfant. Serrant la note, la ville qui s'inclinait autrefois devant lui se dressait maintenant comme un géant indifférent derrière la vitre. Un coup à la porte le surprit. Il ouvrit et trouva son assistant, Brian, tenant une tablette. « Monsieur, nous avons un problème, » dit-il prudemment. « La presse vient de publier un article sur la nuit dernière, avec des photos. Vous et Sabrina au Plaza. » Ethan se figea. « Quoi? » Brian tourna l'écran vers lui. Les gros titres hurlaient. Le magnat de l'immobilier fait la fête avec une femme mystérieuse pendant que sa femme s'occupe de leur nouveau-né. En dessous, une photo d'Ethan et Sabrina riant, coupe de champagne levée, la ville brillant derrière eux. Son estomac se tordit. En quelques minutes, son téléphone explosa. Appel d'investisseurs, de membres du conseil d'administration, de journalistes. Son empire tremblait. Des années de réputation ruinées en une nuit. Sabrina avait promis la discrétion, mais elle avait aussi tout filmé. Il pouvait déjà entendre sa voix de la nuit précédente. Douce, étudiée, dangereuse. « Détends-toi, Ethan. Personne n'a besoin de le savoir. » Maintenant, tout le monde le savait. Il trébucha vers le bar et se versa un verre de whisky. Ses mains tremblaient si fort que le liquide éclaboussa le comptoir. Par terre, près de la porte, se trouvait une petite chaussette bleue, celle de son fils. Il la ramassa, la pressant contre son visage, l'odeur de poudre pour bébé le frappant comme une lame. Un instant, il imagina Claire debout là, murmurant doucement « Il a besoin de toi ». Mais tout ce qu'il entendit fut l'écho de ses propres choix. Une tempête se formait sur la ville, la foudre zébrant l'horizon comme un jugement. Son reflet dans la vitre semblait étranger. Des yeux injectés de sang, une cravate défaite, un visage creux. Ethan Cole avait construit des gratte-ciels, acheté des sénateurs et plié les marchés à sa volonté. Mais maintenant, il ne pouvait même pas retrouver sa femme. Et quelque part au fond de lui, il savait que ce n'était que le début de sa punition. La lumière du matin inondait les hautes fenêtres du luxueux appartement de Sabrina Voss sur la 5e avenue. L'endroit sentait les bougies à la vanille et la victoire. Elle était assise en tailleur sur un canapé crème, faisant défiler son téléphone alors que les gros titres sur le scandale d'Ethan explosaient en ligne. Ses lèvres se retroussèrent en un sourire. « Pauvre Claire », murmura-t-elle d'un ton moqueur, en remuant son ouatet au lait d'avoine. Elle n'a jamais compris quel genre d'homme elle avait épousé. Ethan se tenait près de la baie vitrée, la mâchoire serrée, regardant la ville qu'il avait autrefois adorée. Tous les médias diffusaient la même histoire. La nuit secrète du milliardaire Ethan Cole au Plaza. Des photos de lui avec Sabrina au bar, riant, lui touchant la main. Son conseil d'administration appelait sans arrêt, ses investisseurs exigeaient une explication. « C'est ton idée de la discrétion », lança-t-il. Sa voix résonna sur les sols en marbre. Sabrina ne sourcilla même pas. « Détends-toi, Ethan. Les médias oublient plus vite qu'ils ne pardonnent. Quelques dons, quelques interviews sur la santé mentale et la pression. Tu seras le génie incompris d'ici la semaine prochaine. » Il la foudroya du regard, sentant une vague de dégoût. « Tu ne comprends pas. Claire est partie avec mon fils. Tu comprends ça? » Sabrina leva enfin les yeux, feignant la sympathie. « Tu m'as dit qu'elle était fragile. Peut-être qu'elle a fini par craquer. » Sa main frappa le mur. « Tu trouves ça drôle? » Elle eut un sourire narquois. « Je trouve ça ironique. Tu voulais la liberté, n'est-ce pas? Eh bien, et maintenant tu l'as. » Son téléphone vibra et elle le pencha vers lui. C'était un message d'une source anonyme. « L'offre tient toujours. Un demi-million pour les images. » Sous le texte se trouvait une vignette floue. Ethan, torse nu, embrassant son épaule au plaza. Il se figea. « Tu m'as enregistré. »« Une assurance, chérie, dit-elle doucement, posant le téléphone de côté. «
Tu n'es pas le premier homme à promettre l'éternité et à livrer la trahison. J'ai appris à me protéger. Il fit un pas vers elle, la rage brillant dans ses yeux. Supprime ça. Ou quoi, murmura-t-elle, se levant pour se mettre à sa hauteur. Tu vas me frapper, me menacer. Tu as peut-être fait peur à ta femme avec ce ton de milliardaire. Mais je ne suis pas elle. Je suis celle qui sait à quoi tu ressembles quand tu es faible. Le souffle d'Ethan devint court. Il se retourna, arpentant la pièce, passant ses deux mains dans ses cheveux. Chaque seconde près d'elle semblait empoisonnée. Son téléphone sonna. C'était son directeur financier. Il répondit rapidement, la voix tendue. « Ethan, dit l'homme nerveusement, nous avons un problème. Quelqu'un vient de vendre des documents internes à Holt Capital. Il prépare une prise de contrôle hostile. Nous perdons des actions à la minute. »« Holt, » murmura Ethan. « Raymond Holt. »« Oui, et ce n'est pas tout. Les documents proviennent de votre serveur privé. Il a été consulté avec les identifiants de Sabrina Voss. » Le regard d'Ethan se tourna brusquement vers elle. Sabrina souriait, calme, presque fière. « Tu m'as trahi, » dit-elle incrédule. Elle haussa les épaules. « C'est les affaires, bébé. Holt m'a offert une protection et des options. Toi, tu m'as offert des mensonges. » Il la fixa tandis que la prise de conscience le frappait. Claire n'avait pas été la seule à planifier une évasion. Il avait vécu dans une toile tissée par chaque mensonge qu'il avait jamais raconté. Il attrapa sa veste, se dirigeant vers la porte. « Ce n'est pas fini. » La voix de Sabrina le suivit, soyeuse et venimeuse. « Oh, c'est fini, Ethan. Tu ne l'as juste pas encore accepté. » Les portes de l'ascenseur se fermèrent derrière lui, piégeant son reflet dans les murs en miroir. Sa cravate de travers, son visage pâle, ses yeux brûlants de peur. Pour la première fois de sa vie, Ethan Cole n'était pas le prédateur. Il était la proie. Et alors que l'ascenseur descendait, il sut une chose avec une certitude glaciale. Sabrina Voss venait de le détruire exactement de la même manière qu'il avait détruit Claire. La pluie se transforma en grésil tandis que la Mercedes noire d'Ethan Cole rugissait dans la nuit. Ses phares fendaient les autoroutes vides menant vers le nord. Les essuie-glaces battaient comme un cœur frénétique. Depuis 3 jours, il n'avait pas dormi. Chaque kilomètre qu'il parcourait ressemblait à une confession. Quelque part au-delà de l'horizon gelé se trouvaient Claire et l'enfant qu'il n'avait jamais vraiment connu. Il serra le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Son téléphone monté sur le tableau de bord affichait la dernière trace de l'utilisation de sa carte de crédit. Une librairie à Portland, dans le Maine. Elle avait toujours aimé les librairies, les petites, les calmes, où les gens parlaient encore doucement, comme si la foi n'était pas éteinte. Il se souvint l'avoir taquiné une fois pour avoir acheté des livres de poche au lieu de lire sur sa tablette. Certaines choses méritent d'être senties dans ses mains, avait-elle dit. Il n'avait pas compris à l'époque. Il comprenait maintenant. Les lumières de la ville de Portland apparurent au loin, tamisées, noyées dans le brouillard, indifférentes. Il se gara devant une librairie en briques appelée Arbor Page et sortit dans l'air froid et salé. À l'intérieur, une femme aux cheveux argentés leva les yeux de son comptoir. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle. Il montra une photo de Claire sur son téléphone. « Elle était ici il y a 3 jours. A-t-elle dit où elle allait? » La femme hésita, les yeux s'adoucissant. Elle avait un bébé avec elle. Elle a acheté quelques livres. Bonsoir Lune et un exemplaire de Femme qui courent avec les loups. Elle a payé en espèces. Elle a posé des questions sur les locations près de la côte. La poitrine d'Ethan se serra. A-t-elle laissé un numéro? Non, mais elle avait l'air déterminée, comme quelqu'un qui ne reviendrait pas. Il quitta la boutique. La neige tombait plus fort maintenant, recouvrant la rue de silence. Le détective privé qu'il avait engagé appela quelques minutes plus tard. « Cole, ça ne va pas vous plaire, » dit l'homme. « La voiture de votre femme a été retrouvée abandonnée près de Rockport. Aucune trace d'elle ni du bébé. » Juste ça. Un grésillement crépita avant qu'Ethan ne l'entende. Un bébé qui pleure. Faible, mais réel. D'où ça vient? Des images de la caméra de bord d'un camion de livraison locale, horodatées de la nuit même où elle a disparu. Elle parlait à un homme avant de monter dans un autre véhicule. Les plaques sont introuvables. Un homme? Le pouls d'Ethan s'accéléra. Qui? Nous ne le savons pas encore, mais qui que ce soit, il est malin. Toute son empreinte numérique a disparu 1 heure après l'avoir rencontré. Compte bancaire vidé, téléphone effacé, GPS désactivé. Elle n'est pas seulement partie, Cole, elle s'est effacée.
L'appel se termina, laissant Ethan seul avec le bruit du vent hurlant depuis l'Atlantique. Il regarda les vagues noires s'écraser contre les rochers. Il réalisa que Claire n'avait pas fui par peur. Elle avait planifié cela. Quelqu'un l'avait aidé. De retour à Manhattan, le monde se régalait de sa chute. Sabrina avait fait fuiter un autre clip vidéo. On le voyait lui murmurer à son oreille au plaza. « La femme dort, bébé », avait-il dit dans cet enregistrement. Une phrase maintenant placardée sur tous les gros titres des tabloïds. Son conseil d'administration vota pour le révoquer définitivement. Ses comptes furent gelés. Des journalistes campaient devant son penthouse, criant des questions sur la disparition de Claire. Il les ignora tous, fixant le seul indice qu'il lui restait. Une chaussette de bébé trouvée dans son VUS. Il la gardait maintenant dans sa poche comme une confession à laquelle il ne pouvait échapper. À minuit, un nouvel email apparut dans sa boîte de réception. Pas d'expéditeur, pas d'objet, juste une phrase. Tu m'as appris que le pouvoir peut tout détruire. Maintenant, tu vas apprendre ce que ça fait de le perdre. En pièce jointe, une photo. Claire debout sur une falaise au bord de la mer, le vent fouettant ses cheveux, leur bébé emmitouflé dans ses bras. Elle avait l'air forte, libre, intouchable. La gorge d'Ethan se serra. Pour la première fois de sa vie, l'homme qui avait conquis Manhattan réalisa qu'il pourrait ne jamais la reconquérir. Bien avant qu'Ethan Cole ne devienne le nom impitoyable qui brillait dans les magazines d'affaires, il n'était qu'un homme brisé. Il était allongé dans un lit d'hôpital, fixant des dalles de plafond qu'il ne pouvait pas compter. 7 ans plus tôt, un accident de voiture lui avait laissé 2 côtes fracturées et une clavicule brisée. La nuit où c'est arrivé, il conduisait trop vite sous la pluie de Manhattan, furieux après avoir perdu un contrat. Le destin cruel et calculé l'avait amené à l'hôpital Mount Sinai et à elle. Claire Morgan, elle n'était pas comme les femmes qu'Ethan avait l'habitude de fréquenter. Pas de talons de créature, pas de rires au champagne. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, des mèches tombant sur son front, alors qu'elle vérifiait sa perfusion. Elle sentait légèrement la lavande et l'antiseptique. « Vous avez de la chance, dit-elle, sa voix calme mais ferme. La voiture est une épave, mais votre cœur bat toujours. Essayez de le garder ainsi. » Il avait souri à travers la douleur. « Vous parlez toujours comme ça à vos patients? » « Seulement aux arrogants, répondit-elle, griffonnant des notes sur son dossier. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un le regardait et ne voyait ni argent ni pouvoir. Elle voyait un homme qui saignait, effrayé et têtu. Pendant sa convalescence de 3 semaines, elle devint son ancre. Il parlait de la nuit, quand la ville d'Or devenait silencieuse. Elle lui raconta son enfance dans le Vermont, comment elle avait perdu sa mère à cause de la maladie, comment elle faisait des doubles gardes pour payer ses études d'infirmière. Il ne lui dit rien sur les affaires, juste ses rêves de construire un jour quelque chose qui comptait. Le dernier jour, il essaya de lui donner une enveloppe avec de l'argent, un remerciement pour sa gentillesse. Elle la repoussa. « On ne peut pas acheter la gratitude, Monsieur Cole. Certaines choses se ressentent, c'est tout. » Il l'avait regardé s'éloigner, cette confiance tranquille gravée dans sa mémoire. Des mois plus tard, il se présenta à son hôpital avec des fleurs et une simple demande. Un café. Elle hésita, mais dit oui. Ce café se transforma en dîner, en rire et en longues promenades à travers Central Park. Au printemps suivant, elle était Madame Claire Cole. Dans les premières années, leur amour était quelque chose de sacré. Ils vivaient dans un modeste appartement de l'Upper West Side, mangeant des plats chinois à emporter par terre, riant de rien. Elle dessinait des petits cœurs sur ses serviettes avant qu'ils ne partent au travail. « N'oublie pas pourquoi tu as commencé », murmurait-elle. Mais plus Ethan grimpait, moins il regardait d'en bas pour voir qui tenait l'échelle. Maintenant, assis dans l'obscurité d'un motel de bord de route dans le Maine, il rejouait ses souvenirs comme une bobine de confession. Il pouvait presque entendre sa voix. On ne peut pas acheter la gratitude. La même femme qui l'avait autrefois guéri était maintenant celle qui le détruisait avec une précision chirurgicale. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre coup dur. Son avocat lui envoya un texto. « Votre femme a retiré votre nom du fonds en fiducie commun. Le transfert a été effectué vers une fondation C. Morgan. » Il fixa le message, la prise de conscience s'enfonçant comme de la glace. C'était son nom de jeune fille. Elle ne s'était pas enfuie. Elle avait reconstruit son identité.
Elle avait appris de l'homme qui lui avait tout enseigné sur le contrôle et avait retourné ses leçons contre lui. Il se versa un autre verre, mais le whisky brûlait comme la vérité. La femme qu'il avait autrefois sauvée était devenue celle qui se sauvait d'elle-même. Un coup résonna à travers les murs fins du motel. Ethan se figea. Il ouvrit la porte et trouva un paquet posé sur le sol. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule photographie. Claire souriant, tenant leur bébé devant une petite clinique au bord de l'océan. Au dos de son écriture, tu as dit un jour que tu voulais construire quelque chose qui comptait. Je l'ai fait. La photo glissa de sa main alors que sa poitrine se serrait d'une douleur plus profonde que la culpabilité. Le matin après avoir reçu la photographie de Claire, Ethan Cole se réveilla au son de sa propre respiration. Superficielle, agitée, humaine. La chambre de motel était sombre, sentant la moquette humide et le whisky éventé. Il n'avait pas dormi. La culpabilité avait remplacé l'épuisement comme compagne. Sur la table de chevet se trouvait la photo de Claire et de leur enfant, tous deux souriant sous un ciel gris, encadré par un panneau peint à la main. Clinic Arbor. Il la ramassa à nouveau, étudiant chaque ligne de son visage. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, de la force, une sorte de pouvoir tranquille et inébranlable qu'il n'avait jamais vu auparavant. Cela le terrifiait. Son téléphone vibra. Le nom de Sabrina s'afficha à l'écran. Il l'ignora. Il vibra encore et encore jusqu'à ce qu'il finisse par répondre. « Qu'est-ce que tu veux ?» grogna-t-il. « Détends-toi, ronronna Sabrina. « Je prends juste des nouvelles. Tu as disparu des radars. Mauvais pour les affaires. » « Il n'y a plus d'affaires, lança-t-il. « Oh, il y a toujours des affaires, dit-il à elle. Surtout quand un enfant est impliqué. » Ethan se figea. « Qu'est-ce que tu as dit? » Le ton de Sabrina changea, doux, délibéré. « Tu penses être le seul à avoir des secrets, Ethan? Tu penses que ta femme est la seule femme qui peut disparaître? » Il serra le téléphone plus fort. « Si tu insinues ce que je pense que tu insinues, je n'insinue pas, l'interrompit-elle. Je te le dis, je suis enceinte. » Le silence envahit la ligne. C'était comme si une balle avait explosé derrière ses côtes. « C'est impossible, dit-il doucement. Tu mens. »« Peut-être, dit-elle, son sourire audible à travers le téléphone. Mais imagine ce que les tabloïds feraient de cette histoire. Un milliardaire déchu met sa maîtresse enceinte pendant que sa femme disparaît avec leur nouveau-né. Ça s'écrit tout seul, n'est-ce pas? » Les jointures d'Ethan blanchirent autour du téléphone. « Qu'est-ce que tu veux? »« Un arrangement, dit-elle doucement. 5 millions de dollars, je disparaîtrai, je me tairai, et le monde n'aura jamais besoin de savoir que tu es un monstre 2 fois. » Il rit amèrement. « Tu penses vraiment qu'il me reste ce genre d'argent? » Holt me saigne à blanc. « Oh, je sais, dit-elle. C'est pourquoi j'ai aussi pris la liberté de lui envoyer notre petite vidéo. Disons simplement qu'il paye mieux que toi. » La ligne se coupa. Ethan se regarda dans le miroir fissuré au-dessus du lavabo. Son reflet lui semblait inconnu. Des yeux creux, une barbe de plusieurs jours, un costume qui avait coûté 3000 $ et qui flottait maintenant sur sa silhouette. Il vit l'homme que Claire avait aimé, enterré sous l'arrogance et la cupidité, et il détesta ce qui le regardait. Une notification clignota sur son téléphone. Dernière minute, Raymond Holt étend ses avoirs, acquiert la filiale immobilière de Cole. C'était officiel. L'empire qu'il avait bâti à partir de rien appartenait maintenant à l'homme qui l'avait autrefois supplié pour un emploi. L'homme qui, selon la rumeur, était sorti avec Claire avant qu'elle ne rencontre Ethan. Le monde, semblait-il, avait un sens cruel de l'ironie. Plus tard dans la nuit, on frappa à sa porte. Il ouvrit, s'attendant à des journalistes. C'était un coursier tenant une enveloppe brune. Pas de nom, pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule feuille de papier disait « Tu as bâti ton royaume sur la trahison. Maintenant, regarde-le s'effondrer, un mensonge à la fois. » En pièce jointe, une clé USB. Il la brancha sur son ordinateur portable. Des dizaines de fichiers apparurent. Communication du conseil, transfert financier, preuve de délit d'initié. La voix de Sabrina jouait faiblement sur le premier enregistrement. « Il se fiche de qui il ruine, Redmond. Assure-toi juste qu'il ne respire plus jamais le même air qu'elle. » L'estomac d'Ethan se retourna. Ses péchés avaient bouclé la boucle. Chaque mensonge qu'il avait raconté avait maintenant une voix. Chaque secret, un témoin.
Assis là, le visage éclairé par la lueur de l'écran, il réalisa la vérité la plus cruelle de toutes. Il n'était pas seulement trahi, il avait formé ses traîtres. L'ennemi dans son miroir s'était multiplié. La neige tombait en nappes épaisses et silencieuses devant la fenêtre de la chambre de motel d'Ethan. Le monde au-delà était blanc et impitoyable, comme une page blanche, le défiant de recommencer. Il n'avait pas mangé depuis 2 jours. Chaque appel à son avocat se terminait par une nouvelle perte. Compte gelé, actifs saisis, une enquête fédérale en cours pour délit d'initié. L'empire qui portait autrefois son nom appartenait maintenant à Raymond Holt. Mais la douleur la plus profonde n'était pas financière. C'était le silence. Aucune nouvelle de Claire. Pas le son du cri de son enfant. Juste un écran de téléphone vide se moquant de lui avec son néant. Il était assis au bord du lit, la tête entre les mains, quand une notification d'email clignota sur l'écran de l'ordinateur portable. Le champ de l'expéditeur était vide. L'objet disait « Arrête de la chercher ». Le pouls d'Ethan s'accéléra. Il cliqua pour l'ouvrir. Elle est en sécurité. Elle n'a pas besoin de tes excuses ni de ton argent. Continue à chercher et j'enterrerai tous les secrets que tu as jamais cachés. Tu lui as appris à survivre. Elle a mieux appris que tu ne le penses. En dessous du texte se trouvait une seule pièce jointe, une photo. Claire debout sur une falaise surplombant l'océan, émitouflée dans un manteau sombre, le bébé dans ses bras. Derrière elle, un homme se tenait légèrement hors du cadre, des épaules larges, une posture familière. Ethan zooma jusqu'à ce que son cœur s'arrête. C'était Michael Reed, le frère aîné de Claire. Les souvenirs le frappèrent comme des éclats de verre. Michael était là la nuit où Ethan l'avait demandé en mariage, lui serrant la main à contre-cœur. Il était à leur mariage, chuchotant à Claire pendant les vœux. « Ne le laisse pas faire de toi un trophée. » Ethan avait ignoré cela, le qualifiant de surprotecteur. Maintenant, ce même homme tenait la vie de sa femme entre ses mains. Le téléphone sonna, vibrant violemment contre la table de chevet. Un numéro bloqué. Ethan hésita, puis répondit, essayant toujours de jouer les sauveurs. Une voix grave dit « Michael, où est-elle » exigea Ethan. « Tu n'as pas le droit. » Michael le coupa. « J'ai tous les droits. Tu as perdu les tiens quand tu as choisi une chambre d'hôtel plutôt que ta famille. »« Tu ne comprends pas, » rétorqua Ethan. « J'ai fait une erreur. »« Non, » l'interrompit froidement Michael. « Tu as créé un schéma. » La gorge d'Ethan se serra. « S'il te plaît, je veux juste voir mon fils. » Il y eut un silence sur la ligne, puis la voix de Michael s'adoucit, presque apitoyée. « Ton fils n'a pas besoin de voir à quoi ressemble un homme quand il se détruit. Claire a construit quelque chose ici. Elle aide à nouveau les gens. Elle est heureuse. » Ethan pressa sa main contre son front. « Si elle est heureuse, alors pourquoi les menaces? Pourquoi les jeux? » « Parce que tu n'abandonnes pas, Ethan. Tu ne l'as jamais fait. Alors je te donne une raison de le faire. »« Qu'est-ce que tu veux dire? » « Tu te souviens du fonds de charité que tu utilisais pour déplacer des comptes offshore? Celui au nom de Holt? » Ethan se figea. « C'est scellé. »« Plus maintenant, » dit Michael. « J'ai des copies de tout. Si tu la suis encore, je les divulguerai à tous les médias du pays. Holt, Sabrina, Lasiki, tout le monde verra quel genre d'homme tu es vraiment. » Ethan sentit son estomac se tordre. « Tu me fais chanter. »« Non, » dit Michael. « Je la protège. Quelqu'un aurait dû le faire il y a longtemps. » La ligne se coupa. Pendant un long moment, Ethan resta assis là, fixant l'obscurité. Le seul son était le vent qui faisait vibrer les fines fenêtres. Il comprit enfin. Claire n'avait pas disparu par peur. Elle s'était échappée sous protection. Elle avait des alliés, des gens qui avaient appris à combattre le monstre qu'il était devenu. Dehors, un VUS noir tournait au ralenti de l'autre côté de la rue. Une silhouette était assise à l'intérieur, observant. Ethan se déplaça vers la fenêtre, mais avant qu'il ne puisse cligner des yeux, les phares du véhicule s'allumèrent et il partit dans la neige. Il réalisa alors que Michael ne bluffait pas. Claire était quelque part près, et chaque pas qu'Ethan ferait vers elle le mettrait face à face, non pas avec son pardon, mais avec sa propre destruction. Manhattan semblait plus cruelle sous la lumière de l'hiver, tranchante, métallique, sans âme. Thingwood Cole entra dans son ancien bureau sur Park Avenue comme un fantôme. Il retournait sur les lieux de sa propre exécution. Des caméras crépitaient devant les portes tournantes. Des journalistes criaient des questions sur la faillite,
la trahison et les épouses disparues. Il les ignora tous. À l'intérieur, les halls en marbre qui portaient autrefois ses initiales affichaient maintenant une plaque d'argent brillante. Holt Capital Realty. Raymond Holt avait officiellement gagné. La réceptionniste, une jeune femme qui se levait autrefois d'un bond quand Ethan entrait, évitait maintenant son regard. « Monsieur Holt n'est pas disponible », murmura-t-elle. Ethan eut un sourire amer. « Il le sera ». Il poussa les portes vitrées de la salle de conférence exécutive. Holt se tenait au bout de la table, ses cheveux poivres et celle impeccable, son expression calme. À côté de lui était assise Sabrina Voss, drapée de soie cramoisie, croisant les jambes comme si le monde lui appartenait. « Ethan, dit Holt, son ton suave, quelle surprise! À quoi devons-nous ce plaisir? »« Vous m'avez trahi, siffla Ethan. Vous l'avez utilisé pour me détruire. » Le sourire de Sabrina s'élargit. « Correction! Tu t'es détruit toi-même. J'ai juste donné au monde une place au premier rang. » Holt gloussa doucement. « Ne sois pas dramatique, c'est les affaires. Tu t'es fait des ennemis, Ethan. Je leur ai juste donné une invitation. » Ethan claqua un dossier sur la table. « Vous pensez que c'est fini? Je suis au courant des comptes offshore, des paradis fiscaux, des accords en coulisses. »« Ah !» l'interrompit Holt, haussant un sourcil. « Ces comptes n'existent plus. Le frère de votre femme s'en est assuré. » Ethan se figea. « Michael. » Holt se pencha en avant. « Il est plus malin que tu ne l'as jamais cru. Un homme très capable. Claire a été intelligente de lui faire confiance. » La pièce bascula. Pendant un instant, Ethan ne put plus respirer. Ils savaient tous. Claire, Michael, Holt, Sabrina. Ils avaient construit une forteresse de vengeance autour de lui. Brique par brique. Sabrina se leva et s'approcha, son parfum suffocant. « Tu aurais dû la voir, Ethan, dit-elle doucement. Elle n'a pas pleuré, n'a pas crié. Elle a juste souri. Elle m'a dit qu'elle espérait que j'apprécierais de nettoyer le désordre que tu as laissé derrière toi. » Il la fixa, les yeux brûlants. « Qu'est-ce que tu veux? »« Honnêtement, murmura-t-elle, je l'ai déjà. » À ce moment, Holt jeta un dossier sur la table. « Tu es fini, Cole. Il y a un mandat d'arrêt actif pour faute financière. J'ai déjà parlé à l'associé. Quand ils viendront te chercher, je te suggère de coopérer. Pour le bien de l'enfant. » L'enfant. Le mot le frappa comme un marteau. Ethan attrapa le dossier et sortit en trombe. Son monde, l'horizon qu'il avait conquis, s'effondrait plus vite qu'il ne pouvait le comprendre. Dehors, le vent lui cinglait le visage alors qu'il descendait la 5e avenue, les lumières de la ville se brouillant en traînées d'or et de gris. Il attrapa son téléphone, désespéré de trouver quelque chose de familier, quelqu'un en qui avoir confiance. Il ne restait qu'un seul contact à appeler. Il composa l'ancien numéro de Claire. À sa grande surprise, il sonna une fois, puis se connecta. Un souffle à l'autre bout du fil. Pas de mots, juste le faible bruit des vagues de l'océan. « Claire, murmura-t-il, s'il te plaît, dis-moi juste que tu es en sécurité. » Silence. Puis doucement, une voix qui n'était pas la sienne. « Michael, je t'avais prévenu, dit-il. Maintenant, il est trop tard. » La ligne se coupa. Quelques instants plus tard, le téléphone d'Ethan vibra avec un nouveau message. Pas de numéro, pas de nom, juste une vidéo. Il cliqua sur Play. Sabrina, assise dans une suite d'hôtel, trinquant au champagne vers la caméra. « Félicitations, Ethan, dit-elle. Tu viens de tout perdre 2 fois. » Le clip se termina par un son qui le glaça, un bébé pleurant faiblement en arrière-plan. Son sang se figea. Les murs de Manhattan, l'empire qu'il avait autrefois dirigé, ressemblaient maintenant à une prison qui se refermait. Chaque chemin qu'il prenait l'enfonçait plus profondément dans le piège qu'il s'était lui-même construit. Et cette fois, il n'y avait plus personne à blâmer. L'océan à Rockport avait la couleur de l'étain ce matin-là, calme mais froid. Le genre de quiétude qui portait son propre avertissement. Claire Cole se tenait près de la fenêtre d'un petit cottage en bord de mer, berçant son bébé dans ses bras tandis que les mouettes tournaient au-dessus des falaises. Le vent faisait vibrer les vitres, mais à l'intérieur du cottage, il faisait chaud. L'air était rempli de la faible odeur de sel, de lait et du berceau en cèdre que Michael avait construit à la main. Pour la première fois depuis des mois, elle pouvait respirer. Pas de caméra, pas de secret, pas d'Ethan.
Le petit garçon nommé Noah dormait profondément contre sa poitrine, ses douces respirations correspondant au rythme des vagues. Claire traça la petite boucle de ses cheveux et murmura « Tu es en sécurité maintenant ». Sa voix tremblait, comme si prononcer ces mots pouvait les rendre vrais. La vie dans la clandestinité était devenue une étrange forme de paix. La ville était petite, du genre où tout le monde hochait la tête mais ne posait jamais de questions. Pour les habitants, elle était Mademoiselle Morgan, une infirmière discrète qui avait ouvert une clinique gratuite pour les familles de pêcheurs. Elle passait ses matinées à soigner des enfants aux joues gelées et ses soirées à regarder Noah rêver près de la cheminée. Sur la table près de la fenêtre se trouvait un exemplaire de femme qui court avec les loups et une tasse de Starbucks à moitié vide ramenée de Portland, de petits souvenirs du monde qu'elle avait laissé derrière elle. Chaque nuit, elle écrivait des lettres qu'elle n'enverrait jamais. Des lettres à Ethan, des lettres à la femme qu'elle était autrefois. Tu as dit un jour que nous pourrions survivre à tout. Tu as menti. Mais peut-être que tes mensonges m'ont donné le courage de sauver notre fils. Elle plia la lettre soigneusement, l'ajoutant à une pile croissante à l'intérieur d'une boîte en bois. Puis elle regarda l'horizon, le même horizon qu'Ethan devrait traverser s'il la trouvait un jour. Michael entra silencieusement, portant un panier de provisions de la ville. Sa présence remplissait la pièce comme une eau calme. « Comment va Noah » demanda-t-il. « Il dort, dit-elle doucement, comme s'il appartenait à la mer. » Michael sourit faiblement. « Tu devrais te reposer aussi. » Claire secoua la tête. Le repos n'aide pas quand on rêve du passé. Il hésita, la regardant tracer la fenêtre avec son doigt. « Tu as fait ce qu'il fallait, Claire. Il avait tout, le pouvoir, l'argent, l'influence, mais il n'a jamais protégé ce qui comptait. »« Je ne veux pas de vengeance, murmura-t-elle. Je veux juste la paix. La paix vient quand le coupable arrête de vous poursuivre. Mais Ethan Cole ne sait pas s'arrêter. » Comme s'il était invoqué par ces mots, une ombre se déplaça sur les falaises à l'extérieur. Une Mercedes noire et élégante était garée près des rochers, son moteur éteint, la portière côté conducteur légèrement ouverte. Le pouls de Claire s'accéléra. « Michael, » murmura-t-elle, s'éloignant de la fenêtre. Il se déplaça rapidement, la tirant vers l'arrière-salle. « Reste ici, n'ouvre pas la porte. » Elle serra Noah contre elle, son cœur battant à tout rompre. À travers la fente du rideau, elle vit Michael sortir, le vent fouettant son manteau. Il s'approcha de la voiture, regarda à l'intérieur. Vide. Seul un téléphone était posé sur le siège passager, son écran fissuré, jouant encore une faible boucle audio. La voix de Sabrina. « Tu viens de tout perdre, 2 fois. » Michael jura à voix basse. À voix basse, et jeta le téléphone dans la mer. Quand il revint, son visage était pâle. « Ils nous surveillent à nouveau, dit-il. Nous devons partir. » Claire déglutit difficilement. « Comment nous a-t-il trouvés? »« Il ne nous a pas trouvés, » répondit Michael. « Quelqu'un veut qu'il pense que si. » Cette nuit-là, après que Michael ait sécurisé les portes, Claire s'assit près du feu, berçant Noah lentement. Les flammes vacillaient sur la lettre qu'elle tenait, une qu'elle n'avait pas encore écrite. « Si jamais tu trouves ceci, Ethan, j'espère que tu as appris ce que l'amour coûte quand il est bâti sur des mensonges. » Dehors, la marée montait, effaçant les empreintes dans le sable. Le passé venait la chercher. Mais cette fois, ce n'était pas elle qui allait fuir. La ville qui avait autrefois vénéré Ethan Cole le traitait maintenant comme un fantôme. Son penthouse avait été saisi, son nom effacé de l'horizon qu'il avait construit, et son visage placardé sur les gros titres des scandales financiers. Chaque matin, les tabloïds devant les marches du palais de justice criaient sa nouvelle identité. Le roi déchu de Manhattan. Mais Ethan le remarquait à peine. Il passait ses journées dans un studio loué surplombant l'East River, ses nuits se noyant dans un silence. Il ne buvait plus. La bouteille de whisky restait non ouverte sur le comptoir, comme une relique d'une autre vie. À la place, il écrivait. Chaque nuit, quand le bruit dans sa tête devenait trop fort, il s'asseyait à son bureau et écrivait à Claire. Les premières lettres étaient des excuses colériques et désespérées, mêlées d'orgueil. « Tu as tout pris, Claire, mais peut-être que tu avais raison aussi. » Puis vint le regret. « J'étais là, mais je n'étais pas présent. Je pensais que subvenir aux besoins était la même chose qu'aimer. Je pensais que le succès pouvait combler les espaces où l'amour avait autrefois vécu.
Et enfin, le chagrin. Je ne mérite pas de le voir grandir. Mais s'il rit comme toi, s'il a tes yeux, alors peut-être qu'il reste encore quelque chose de bon en moi. Il n'en a jamais posté aucune. La pile s'épaississait, attachée avec un bout de ficelle, posée à côté d'une seule photo encadrée. Claire et lui à leur mariage, la lumière du soleil inondant la fenêtre de la chapelle. Un soir, alors qu'il écrivait, son ordinateur portable signala un nouveau message. C'était d'une thérapeute à qui il avait été référé après les audiences du tribunal. Docteur Eva Moreno, spécialiste du deuil et de la réadaptation. Leurs séances commencèrent en ligne, sa voix calme et délibérée. Vous n'êtes pas puni par les autres, Monsieur Cole, dit-elle une fois. Vous êtes puni par votre propre reflet. Ethan avait fixé l'écran pendant un long moment avant de répondre. Alors comment puis-je pardonner ce que je vois? Le docteur Moreno sourit doucement. En reconstruisant, pièce par pièce, vous avez autrefois construit des tours pour l'argent. Construisez maintenant quelque chose qui a du sens. Cette nuit-là, il ouvrit une de ses vieilles boîtes remplies de récompenses et de coupures de journaux et les jeta dans la cheminée. En regardant les flammes dévorer son héritage, il murmura « Ça n'a jamais valu la peine de la perdre. » Mais juste au moment où il commençait à ressentir quelque chose de proche de la paix, le passé revint le hanter. Son avocat appela. « Ethan, vous devriez voir ça, » dit l'homme. Un journaliste du New York Chronicle prépare un article explosif sur la nouvelle fondation de Claire. Il ligne son financement au compte que vous utilisiez autrefois à l'étranger. Le souffle d'Ethan se coupa. C'est impossible, elle n'est même pas au courant de ça. C'est le problème, quelqu'un leur donne des informations. Si ça sort, elle perdra tout. Pour la première fois depuis des mois, Ethan sentit l'adrénaline monter en lui. L'histoire ne le concernait plus. Elle la concernait, elle, la seule personne qu'il avait encore une chance de protéger. Il ouvrit ses anciens fichiers cryptés, traquant les empreintes numériques qui avaient planté l'histoire. La piste menait à un seul nom, Sabrina Voss. Bien sûr, elle n'en avait pas encore fini. Ethan attrapa son manteau et son carnet de lettres. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait l'aider à l'arrêter maintenant. Raymond Holt. Et bien que Holt lui ait tout volé, il détestait aussi Sabrina tout autant. Avant de partir, Ethan regarda sa dernière lettre inachevée à Claire. « Tu as dit un jour que je construisais des tours pour mon ego. Maintenant, je construis une dernière chose. La rédemption. » Il plia la page, la glissa dans la poche de son manteau et sortit dans la nuit froide. Pour la première fois depuis longtemps, Ethan ne fuyait pas ses erreurs. Il courait vers elle. La lettre resterait non envoyée, mais ses actions parleraient plus fort. Ethan Cole n'avait pas mis les pieds dans un bureau d'entreprise depuis des mois. Mais au moment où il entra dans le gratte-ciel de Holt Capital sur Park Avenue, les vieux instincts revinrent. Les épaules redressées, la démarche assurée, l'aura de contrôle. Seulement, cette fois, le contrôle était une illusion. Les gardes le regardaient avec méfiance. Son nom, autrefois respecté, flottait maintenant dans le monde des affaires comme une malédiction. Il était là pour affronter son plus grand ennemi et peut-être pour sauver la seule personne qui ait jamais compté. L'assistant de Raymond Holt le conduisit dans une salle de conférence au mur de verre. Holt se tenait à l'autre bout, les mains dans les poches, regardant la neige tomber sur Manhattan. Son costume était impeccable, son calme déconcertant. « Tu es soit courageux, soit désespéré pour entrer ici, Cole, » dit-il sans se retourner. « Peut-être les deux, » répondit Ethan. « Mais il ne s'agit plus de nous. Il s'agit de Claire. » Holt se tourna enfin vers lui, un sourcil levé. « Tu veux dire la femme que tu as brisée? » Ethan déglutit difficilement. « Quelqu'un essaye de détruire sa fondation. Il la ligne à mes anciens comptes offshore. Si l'histoire devient publique, elle perdra tout ce qu'elle a construit. » Holt l'étudia un long moment, puis eut un sourire narquois. « Tu as l'air sincère, c'est nouveau. »« Je ne demande pas le pardon, » dit Ethan. « Je demande de l'aide. » Holt versa 2 verres de whisky et lui en tendit un. « Tu arrives trop tard. La fuite ne vient pas de moi. Elle vient de Sabrina Voss. » La prise d'Ethan se resserra. « Elle travaille avec quelqu'un. » Holt hocha la tête. « Un assistant de sénateur. Ils se font chanter mutuellement, en t'utilisant comme garantie. Sabrina demande 5 millions pour enterrer les preuves. Typique d'elle. » L'estomac d'Ethan se tordit. Si ça sort, le nom de Claire sera traîné dans la boue. Elle ne mérite pas ça. Holt se pencha plus près, la voix basse. Moi non plus, quand tu me l'as volée il y a 7 ans.
Les mots frappèrent plus fort que ce à quoi Ethan s'attendait. Tu penses que j'ai planifié tout ça? Je pense que tu as été aveuglé par l'ego. Mais peut-être, dit Holt en faisant tourner le whisky, peut-être que tu as enfin appris ce que ça coûte d'être humain. Alors aide-moi, dit Ethan doucement. Pas pour moi, pour elle. Holt soupira. Je vais passer quelques appels, mais si Sabrina bluffe, elle ne s'arrêtera pas tant que quelqu'un ne l'arrêtera pas pour de bon. Ethan quitta le bâtiment, le pouls battant. Les mots de Holt résonnaient dans sa tête. Les rues étaient glissantes de glace, les néons se reflétant sur les flaques d'eau comme du verre brisé. Il marcha pendant des heures, son esprit tourbillonnant de culpabilité et de fureur, jusqu'à ce que son téléphone vibre. Un message de Sabrina Voss. Tu joues toujours au héros. Retrouve-moi au Longam. Minuet, apporte ce qu'il reste de ton âme. Il arriva à l'hôtel juste avant minuit. Sabrina attendait au bar, vêtue de noir, les yeux brillants comme de l'obsidienne polie. « Tu as l'air terrible, » dit-elle en sirotant son martini. « La rédemption ne te va pas. » Il s'assit en face d'elle. « Tu entraînes Claire là-dedans maintenant. Elle n'a rien à voir avec toi. » Sabrina se pencha en avant. « Oh, mais elle a tout à voir avec moi. Tu m'as quitté pour elle bien avant de coucher avec moi. » Ethan fronça les sourcils. « De quoi tu parles? » « Je voulais être la femme qui pourrait te sauver, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement pour la première fois, presque humaine. Mais elle l'était déjà. Tu ne l'as juste pas remarqué avant qu'il ne soit trop tard. Il la fixa, réalisant que sous le venin, il y avait de la vérité. « Je ne te paierai rien, dit-il. Divulgue les fichiers et je m'exposerai. Le monde saura que j'ai menti. J'ai triché, je l'ai ruiné. Mais je m'assurerai aussi que tout le monde sache que tu l'as fait aussi. » Le sourire narquois de Sabrina vacilla. « Tu n'oserais pas. »« Je l'ai déjà fait, » dit-il en se levant. « Vérifie tes emails. » Ses yeux se posèrent sur son téléphone. La couleur quitta son visage alors qu'elle lisait l'objet. Confession d'un homme brisé par Ethan Cole. Il avait fait fuiter sa propre histoire à la presse avant qu'elle ne le puisse. Pour la première fois, elle parut petite. « Tu viens de brûler ton empire, » murmura-t-elle. Ethan hocha la tête. « Exactement. Maintenant, tu n'as plus rien pour me tenir. » Il sortit du Langham sans se retourner, le bruit de son verre se brisant résonnant derrière lui. Dehors, la neige tombait à nouveau. Mais pour la première fois, elle ne semblait pas froide. La tempête déferla depuis l'Atlantique comme une punition, violente, implacable et assourdissante. Le ciel au-dessus de la côte du Maine était une échymose de gris et d'argent. Les vagues s'abattaient contre des falaises avec la fureur de quelque chose d'ancien. Dans le petit cottage en bord de mer, Claire Cole serrait son fils dans ses bras, tandis que le tonnerre faisait vibrer les fenêtres. Chaque éclair illuminait les murs où les ombres dansaient comme les fantômes de son passé. Michael entra en trombe, trempé jusqu'aux os. « Le pont est inondé, » dit-il, posant une lanterne sur la table. « Nous allons bientôt perdre le courant. J'ai appelé la ville, mais les routes sont déjà en train de fermer. » Claire essaya de rester calme, mais le bébé pleurait. Un cri aigu et effrayé qui perçait le hurlement du vent. Elle le berça doucement, murmurant « C'est bon, Noah. Maman est là. » Pourtant, même en le disant, elle n'était pas sûre d'y croire. Les lumières clignotèrent une fois, deux fois, et s'éteignirent. L'obscurité engloutit la pièce. Le seul son était la pluie martelant le toit. Michael alluma la lanterne, la lueur dorée tremblant dans sa main. « Nous allons devoir attendre que ça passe, » dit-il. « Le générateur est en panne. » Claire hocha la tête, serrant Noah plus fort. « C'est grave? » »« Assez grave pour que personne ne vienne avant le matin. » Il la regarda, hésitant. « Tu devrais te reposer. » Mais le sommeil était impossible. Chaque rafale de vent sonnait comme un avertissement. Chaque craquement du bois lui rappelait que le danger avait un moyen de la trouver, même dans les endroits les plus cachés. Elle s'assit près de la fenêtre, fixant l'océan qui l'avait à la fois abrité et emprisonné. Puis, dans un éclair, elle le vit. Des phares fendant la pluie, une voiture rampant le long de la route inondée. « Michael, » murmura-t-elle, « quelqu'un est là dehors. » Il la rejoignit à la fenêtre, son visage se crispant. Personne ne devrait conduire par ce temps, sauf si... La phrase mourut sur ses lèvres. La voiture tourna dans leur allée, les pneus sifflant sur le gravier mouillé.
Le cœur de Claire s'emballa. Elle reconnut cette forme, élégante, noire, inflexible. La Mercedes. Michael attrapa son manteau. Reste ici, ordonna-t-il. Claire ne bougea pas. Ses mains tremblaient alors qu'elle le regardait disparaître dans la tempête. Les minutes semblaient des heures. La pluie tombait plus fort, s'infiltrant par le toit. Puis des cris, étouffés, lointains, mais indubitables. La voix de Michael, elle posa doucement Noah dans son berceau, puis courut à la porte. Le froid la frappa comme des couteaux alors qu'elle sortait dans la tempête, le vent la faisant presque tomber. La foudre déchira le ciel et pendant un instant, elle les vit. Michael se tenant à quelques centimètres d'un autre homme, les poings serrés, la pluie coulant sur leur visage. Ethan. Il ne ressemblait en rien à l'homme dont elle se souvenait. Ses cheveux étaient plus longs, ses vêtements trempés et déchirés. L'arrogance avait disparu, remplacée par quelque chose de brut, de désespéré. « Claire! » cria-t-il à travers le rugissement du vent. « S'il te plaît! » Michael lui barra le chemin. « Tu ne devrais pas être ici. »« Je devais la voir, » cria Ethan. « Je ne suis pas venu pour l'emmener. Je voulais juste savoir qu'elle était en vie. » La voix de Claire perça le chaos. « Pourquoi maintenant, Ethan? » Il se tourna vers elle, les yeux brillants d'un chagrin qu'elle ne reconnaissait pas. « Parce que je comprends enfin ce que j'ai détruit. Je ne veux pas de pardon. Je veux juste t'aider si tu me laisses faire. » Un autre éclair frappa à proximité, secouant le sol. Le vent hurla plus fort et soudain, le toit du cottage céda avec un bruit de craquement. Michael attrapa le berceau de Noah alors que des débris volaient. Claire cria, tendant la main vers son fils. Ethan se jeta en avant, les protégeant tous les deux de son corps alors qu'une partie du plafond s'effondrait derrière lui. Quand la tempête commença enfin à s'estomper, ils étaient tous les trois blottis dans un coin, trempés, frissonnants, mais vivants. La petite main de Noah se leva et attrapa la chemise trempée d'Ethan, la serrant fort. Pour la première fois, Claire ne le repoussa pas. Le matin se leva, pâle et fragile après la tempête. La mer était plus calme maintenant, bien que des branches cassées et des débris jonchaient le rivage. À l'intérieur du cottage endommagé, l'odeur de bois mouillé et de fumée persistait. Claire était assise près de la cheminée, son fils enveloppé dans une couverture contre sa poitrine. De l'autre côté de la pièce, Ethan se tenait silencieusement, se séchant les cheveux avec une serviette. Le bandage sur son bras était frais. Il s'était coupé en les sauvant de l'effondrement du toit. Michael s'appuya contre le mur, le fusillant du regard. « Tu n'aurais pas dû venir, » dit-il sèchement. La voix d'Ethan était basse, mais ferme. « Tu penses que j'avais prévu d'arriver en plein ouragan? Je ne savais même pas qu'elle était ici avant que les panneaux de signalisation ne disparaissent derrière moi. J'ai juste conduit vers le nord jusqu'à ce que je ne puisse plus. » Michael ricana. « Et quoi? Tu pensais arriver, jouer au héros et qu'elle oublierait tout ce que tu as fait. »« Arrêtez, » dit doucement Claire. Les deux hommes se tournèrent vers elle. Sa voix tremblait, mais ses yeux étaient fermes. Plus de disputes. Pas ici, pas devant lui. Elle baissa les yeux sur Noah, qui s'était endormi contre son épaule. Il a déjà vu assez de tempêtes. Ethan fit un pas de plus. « Claire, je ne suis pas venu pour la pitié ou le pardon. Je suis venu parce que je devais faire face à ce que j'ai fait, voir ce que j'ai détruit. » Elle leva les yeux vers lui, son visage pâle dans la lumière du matin. « Détruit est le mot juste, » dit-elle doucement. « Sais-tu ce que c'est que de s'asseoir seul avec un nouveau-né, priant pour qu'une fièvre tombe pendant que le téléphone de ton mari va sur la messagerie vocale? Sais-tu ce que c'est que de réaliser que l'homme en qui tu avais confiance préférerait être vu avec quelqu'un d'autre plutôt que de tenir son enfant? » La voix d'Ethan se brisa. « Chaque jour depuis, j'ai rejoué cette nuit. Chaque appel que j'ai ignoré, chaque mensonge que j'ai dit. Je ne mérite pas ton pardon, je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi au moins aider maintenant. Laisse-moi être un père pour lui. » Michael s'avança. « Tu penses que tu peux simplement revenir dans sa vie et jouer au papa? Tu as de la chance que je ne t'ai pas rejeté dans cette tempête. » Ethan ne broncha pas. « Tu n'as pas à m'aimer. Laisse-moi juste essayer de faire une chose bien. » Les yeux de Claire brillèrent. « Tu ne peux pas défaire ce qui a été fait. » Il hocha lentement la tête. « Non, mais peut-être que je peux empêcher plus de douleur de venir. »
Il fouilla dans son manteau et en sortit un dossier, trempé mais intact. Sabrina essaie de te détruire. Elle donne aux médias de fausses informations sur ta fondation. Elle la lie à mes anciens comptes. Je suis venu te prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Michael attrapa le dossier parcourant les pages. Ça pourrait la ruiner. Le visage de Claire pâlit. Elle fait ça pour me faire du mal. Ethan secoua la tête. Pour me faire du mal, tu n'es que des dommages collatéraux. Pendant un moment, le silence remplit la pièce, à l'exception du crépitement du feu. Claire se leva et se dirigea vers lui, ses pieds nus silencieux sur le plancher de bois. Tu aurais pu envoyer un avocat. Tu n'étais pas obligé de venir toi-même. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un d'autre te protéger à nouveau, dit-il simplement. Quelque chose dans son ton brisa sa garde, ne serait-ce qu'une seconde. Il avait l'air épuisé, ses épaules autrefois fières affaissées, ses mains tremblant légèrement. Ce n'était pas l'homme qui l'avait abandonné pour le luxe. C'était un homme dépouillé de tout, sauf du regret. La voix de Michael s'adoucit. Si cette fuite devient publique, les fédéraux l'enquêteront aussi. Ethan hocha la tête. C'est pourquoi je dois retourner à New York. Je prendrai le blâme. Je signerai n'importe quelle confession qu'ils voudront. Elle et le bébé resteront intouchables. Claire retint ses larmes. Tu te ruinerais pour nous? Il sourit faiblement. C'est la décision la plus facile que j'ai jamais prise. Dehors, le ciel gris commença à s'éclaircir. La lumière se déversait par la fenêtre brisée. Claire le regarda quitter le cottage et se diriger vers sa voiture, le vent de l'océan fouettant ses cheveux. Pour la première fois, elle ne ressentit pas de haine, seulement la douleur de quelque chose qui refusait encore de mourir. Le trajet de retour vers Manhattan prit 10 heures à Ethan, à travers une pluie grise sans fin. Chaque kilomètre semblait plus lourd. Un compte à rebours avant le jugement qui l'attendait au bout de la route. Holt l'avait prévenu. Une fois qu'il aurait avoué, il n'aimerait pas de retour en arrière. Mais Ethan ne pensait plus à son empire. Il pensait à Claire, à sa voix tremblante, à ses yeux remplis à la fois de fureur et de quelque chose de dangereusement proche de la compassion. Quand il atteignait la ville, l'horizon ne lui sembla pas familier. Il ressemblait à un jugement. Son ancien penthouse, autrefois un phare de richesse et de fierté, était maintenant sombre et vide. Il s'enregistra dans un hôtel bon marché du Lower East Side et passa la nuit à rédiger une confession, une qui blanchirait le nom de Claire et exposerait ses propres crimes. Il écrivit lentement, délibérément. Moi, Ethan Cole, reconnais que j'ai falsifié les comptes de l'entreprise pour protéger mes avoirs personnels. La Fondation Claire Morgan n'avait aucune connaissance ou implication dans ces transactions. Toute accusation contre Claire Cole est le résultat de ma seule tromperie. Quand il eut fini, il la signa et fixa la page jusqu'à ce que l'encre se brouille. Le lendemain matin, il remit la confession à une journaliste du Chronicle. « Imprimez-la, dit-il. »« Tout. » La femme parut surprise. « Vous êtes sûr? Cela détruira ce qui reste de votre réputation. »« Elle est déjà partie, répondit-il. Mais peut-être que ça lui donnera une chance de vivre. » À midi, l'histoire était partout. Ethan Cole avoue une fraude financière, exonère sa femme. Les mêmes chaînes qui avaient autrefois célébré son ascension dévoraient maintenant sa chute. Des journalistes campèrent devant le palais de justice, son nom étant en tendance aux côtés de mots comme honte et trahison. Cette nuit-là, il s'assit sur un banc de parc près de la rivière, les lumières de la ville se reflétant dans le haut noir. Son téléphone vibra avec des dizaines de messages. Avocats, anciens partenaires, vieux amis le suppliant de retirer sa déclaration. Il les ignora tous. Puis un texto apparut d'un numéro inconnu. « Tu n'aurais pas dû faire ça. » C'était Michael. Ethan hésita puis répondit. « Dis-lui que c'est fini. Elle est libre. » Quelques minutes plus tard, la réponse arriva. Elle l'était déjà. Il ferma les yeux, inspirant le vent froid qui traversait son manteau. Quelque part, il espérait que Claire dormait, son fils en sécurité à ses côtés. Cette seule pensée rendait la ruine supportable. Mais l'univers n'en avait pas encore fini avec lui. Juste après minuit, son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était l'hôpital de Rockport. La voix de l'infirmière tremblait. « Monsieur Cole, votre fils a été admis il y a 1 heure. Forte fièvre, infection grave. Madame Cole a demandé que vous soyez prévenu. » Le sang d'Ethan se figea. « Est-ce qu'il va bien? » « Il est sale,
mais c'est critique. Le chirurgien pédiatrique le plus proche est à Boston. Nous organisons un transport d'urgence. Il ne réfléchit pas. Il courut. 6 heures plus tard, il était dans le couloir de l'hôpital, débraillé, essoufflé et terrifié. À travers la vitre de la petite unité de soins intensifs, il vit Claire assise à côté du lit de Noah, tenant la main du garçon. Les machines bipaient doucement, rappel fragile de la mince ligne entre la vie et la perte. Elle leva les yeux quand elle sentit sa présence. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Pour la première fois, il n'y avait pas de colère, seulement de l'épuisement, de la peur et quelque chose de plus profond que ni l'un ni l'autre ne pouvaient nommer. Il poussa la porte et Claire ne l'arrêta pas. Il se dirigea vers le chevet et toucha doucement le petit bras de son fils. « Hé, petit bonhomme, murmura-t-il, c'est papa. » Noah bougea légèrement, ses paupières papillonnant. La voix de Claire était douce mais instable. Il n'arrêtait pas de t'appeler dans son sommeil. Ethan déglutit difficilement. « Je suis là maintenant. » Le médecin entra, expliquant la situation à la hâte. Noah aurait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Ethan se tourna vers Claire. « Laisse-moi m'en occuper. Je paierai pour tout. S'il te plaît, laisse-moi juste faire cette seule chose bien. » Elle hocha lentement la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Ne disparais plus. » Il croisa son regard. « Jamais. » Cette nuit-là, Ethan resta éveillé à côté du lit d'hôpital, sa main sur celle de son fils. Chaque bip du moniteur était un rappel de la vie qu'il avait failli perdre 2 fois. Et pour la première fois depuis des années, il pria. L'opération dura 4 heures angoissantes. Ethan arpentait le couloir devant la salle d'opération pédiatrique comme un homme attendant son propre verdict. Chaque seconde qui passait était une punition pour des années d'égoïsme. À travers la paroi de verre, il pouvait voir la faible silhouette du petit corps de son fils sous les lumières chirurgicales vives, une vue qui le réduisait de titan à rien d'autre qu'un père priant pour la miséricorde. Claire était assise à proximité, les mains jointes, les lèvres tremblant dans une prière silencieuse. La même femme qu'il avait autrefois laissé pleurer seule dans leur penthouse était maintenant la personne la plus forte de la pièce. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Ils ont dit que l'infection s'est propagée rapidement. Si nous étions venus plus tard, elle s'arrêta, incapable de finir. Ethan s'assit à côté d'elle. « C'est un battant, » dit-il doucement. « Il tient ça de toi. » Claire ne le regarda pas. « Il a failli ne pas s'en sortir à cause de toi. »« Si tu n'avais pas, » l'interrompit-il doucement. « Je sais. » Puis plus bas, « Je sais, Claire. » Pendant un long moment, le seul son fut le bourdonnement rythmique des machines de l'hôpital. Finalement, le chirurgien sortit, la fatigue gravée sur son visage. « Il est stable, » dit-il. « L'opération a été un succès. Il aura besoin de temps pour récupérer, mais votre fils va s'en sortir. » Le soulagement fut si vif qu'il en fut presque douloureux. Claire s'effondra, couvrant son visage de ses mains. Ethan expira en tremblant, ses épaules secouées. « Merci, » murmura-t-il. Mais le médecin était déjà passé à l'urgence suivante. Quand l'infirmière leur permit d'entrer, Noah dormait sous des draps blancs et doux, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant lentement. Claire s'assit à son chevet, lui caressant les cheveux. Ethan se tenait derrière elle, les mains dans les poches, craignant de respirer trop fort. « Il te ressemble quand il dort, » dit-elle doucement. Ethan déglutit difficilement. « Alors je m'assurerai qu'il ne devienne jamais comme moi quand il se réveillera. » Cette nuit-là, alors que Claire reposait sa tête contre le lit, Ethan sortit de la chambre. Il trouva la chapelle de l'hôpital, un petit espace sombre bordé de bougies vacillantes. Il n'était pas d'un homme qui priait. Mais maintenant, il s'agenouilla, le carrelage froid sous lui ancrant le moment. « Si vous le laissez vivre, » murmura-t-il, « prenez ce qu'il reste de moi à la place. » Ce n'était pas un marché, c'était une reddition. Le lendemain matin, la lumière du soleil traversait les stores. Noah était réveillé, ses petits doigts tendus vers la lumière. Claire sourit à travers son épuisement. Ethan se tenait au pied du lit, observant en silence. Quand elle croisa son regard, elle dit doucement, « Tu n'étais pas obligé de rester. »« Je le voulais, » répondit-il. « J'en avais besoin. » Claire l'étudia, ses yeux remplis de quelque chose d'incertain. Pas de pardon, pas encore, mais la première lueur de compréhension. Il aura besoin de kinésithérapie,
de médicaments, de temps, dit-elle. Je m'en occuperai, répondit Ethan. Elle secoua la tête. Tu as déjà tout perdu. Tu ne nous dois rien. Il sourit faiblement. Peut-être pas, mais je lui dois tout. Au cours des semaines suivantes, Ethan resta dans le Maine. Il fit du bénévolat à l'hôpital, faisant des dons discrets sous des chèques anonymes. Il reconstruisit lui-même le toit de la clinique endommagée par la tempête, enfonçant des clous dans le bois avec des mains pleines d'ampoules. Les habitants de la ville, autrefois méfiants envers l'étranger aux yeux hantés, commencèrent à hocher la tête quand il passait. Un après-midi, Claire le trouva en train de peindre la clôture devant le cottage, les manches retroussées, le soleil brillant sur son bras. « Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé », dit-elle en croisant les bras. Ethan s'arrêta, baissant le pinceau. « Je sais. Tu essaies trop fort. » Il se tourna vers elle, les yeux fermes. « Non, Claire, j'essaie juste assez. » Pour la première fois depuis des années, elle sourit. Un sourire petit, réticent, mais réel. Lorsqu'elle se retournait vers la maison, il se murmura à lui-même. Pièce par pièce. Parce que la rédemption, il l'apprenait, ne venait pas d'un seul coup. Elle venait tranquillement, dans le son du rire d'un enfant, le poids d'un marteau et le lent pardon d'une femme qui avait autrefois cru qu'il était perdu pour toujours. Le soleil d'hiver sur Manhattan ne parvenait guère à réchauffer le froid dans l'air. Ethan Cole se tenait sur les marches du palais de justice, regardant une foule de journalistes s'avancer comme des vautours tournant autour des restes mourants de son passé. Les caméras crépitaient, les microphones se tendaient vers lui, les questions volaient comme des éclats de verre. « Monsieur Cole, est-il vrai que vous avez renoncé à vos actifs restants? Votre maîtresse vous a-t-elle fait chanter? Êtes-vous toujours en contact avec votre fille? » Il ne dit rien. Le silence était sa dernière défense. À côté de lui, son avocat murmura « Vous n'êtes pas obligé de lui faire face en personne. La déposition peut se faire à distance. » Ethan secoua la tête. « Non, je dois voir la fin. » À l'intérieur, la salle d'audience était froide et stérile, remplie de murmures. À la table des accusés était assise Sabrina Voss, impeccable comme toujours, mais le glamour se fissurait. Sa peau, autrefois parfaite, était pâle, ses yeux cernés de rouge par des nuits sans sommeil. Elle portait la confiance comme un costume maintenant, un qu'elle ne pouvait plus se permettre. Quand le juge entra, tout bruit cessa. L'accusation commença à présenter des preuves. Captures d'écran, emails, transferts financiers. La voix de Sabrina, enregistrée lors d'un appel téléphonique, résonna dans les haut-parleurs. « S'il ne paie pas, je m'assurerai que la fondation de sa femme brûle avec lui. » Un hoquet parcourut de la salle. Même Sabrina tressaillit. Ethan observa attentivement son visage, mais il n'y avait aucune satisfaction à la voir s'effondrer, seulement de l'épuisement. Elle avait été le miroir de son propre pire moi, cupide, manipulatrice, creuse. Quand ce fut son tour de témoigner, Ethan se leva lentement. « Je ne suis pas ici pour la détruire, dit-il doucement. Nous avons tous les deux construit nos vies sur la tromperie. La différence, c'est que j'ai arrêté. » Le juge haussa un sourcil. « Et pourquoi la Cour devrait-elle croire cela, Monsieur Cole? » « Parce que j'ai déjà perdu tout ce pourquoi il valait la peine de mentir. » L'avocat de Sabrina tenta de contrer, mais les preuves étaient accablantes. Les fichiers divulgués, les paiements de chantage, les comptes offshore à son nom, tout peignait le même tableau. Au moment où les plaidoiries finales se terminèrent, le masque de Sabrina s'était complètement brisé. Quand le verdict tomba, coupable d'extorsion et de fraude d'entreprise, elle ne pleura pas. Elle fixa simplement Ethan, les yeux brillants, les lèvres tremblantes de quelque chose entre la haine et le chagrin. Alors que les gardes l'emmenaient, elle se tourna vers lui et murmura « Tu penses avoir gagné, mais la rédemption n'efface pas qui tu étais. » Il croisa son regard calmement. « Non, mais elle me permet de recommencer. » Dehors, la presse grouillait à nouveau, mais Ethan les ignora. Il descendit les marches dans le vent mordant, les premiers flocons de neige dérivant à travers la ville. Il passa devant une vitrine de Tiffany, des bagues scintillantes sous une douce lumière jaune, et pensa à l'alliance de Claire, celle qu'elle avait laissée sur le comptoir de leur cuisine la nuit où elle avait disparu. Ce soir-là, Holt appela. « Tu as fait le bon choix, dit-il. Elle purgera sa peine. L'histoire s'estompe. Le nom de Claire est à nouveau propre. »
Je ne l'ai pas fait pour les gros titres, dit Ethan. Je sais. Mais le monde aime les histoires de rédemption. Les gens t'appellent déjà l'homme qui a brûlé son empire pour reconstruire son âme. Ethan faillit rire. Je ne suis pas reconstruit, pas encore. Après avoir raccroché, il regarda l'horizon brillant sous la neige. Il pensa au Maine, aux vagues tranquilles, à la petite clinique, au rire de son fils. Pour la première fois, la ville qu'il l'avait autrefois définie lui sembla petite. Une semaine plus tard, une lettre arriva au cottage de Claire. Pas de signature, juste une seule phrase écrite de la main d'Ethan. Elle est partie. Tu es libre. Claire la lut 2 fois, ses doigts tremblants. Puis elle la plia soigneusement et la glissa dans la boîte en bois où elle gardait les lettres non envoyées, son archive silencieuse de tout ce qu'ils avaient survécu. Dehors, la marée montait, douce et régulière, et quelque part à des kilomètres de là, un homme marchait seul dans la neige, ne fuyant plus son passé, mais seulement vers la possibilité de la grâce. Le printemps arriva tard à New York cette année-là. Pendant des mois, la ville avait porté un manteau de gris. Mais ce matin-là, la lumière du soleil se déversa sur les rues comme une promesse. Ethan Cole ajusta sa cravate dans le miroir, ne reconnaissant presque pas l'homme qui le regardait. Ce n'était plus le milliardaire en costume Tom Ford sur mesure. Ce n'était plus la disgrâce des tabloïds. Les journaux l'appelaient maintenant quelque chose de différent. L'homme qui a reconstruit avec honneur. 6 mois s'étaient écoulés depuis la condamnation de Sabrina. 6 mois depuis qu'Ethan avait tourné le dos au monde qui vénérait l'argent et les applaudissements. Pendant ce temps, il avait vendu sa dernière propriété, liquidé ce qui restait de ses actions et fait don de chaque centime à la Fondation Noah pour la santé des enfants, nommée d'après son fils. Le conseil d'administration de l'hôpital Mount Sinai l'avait invité, lui et Claire, à prendre la parole lors de la cérémonie d'ouverture de la nouvelle aile pédiatrique. Il ne l'avait pas vue en personne depuis le Maine. Les lettres avaient remplacé les mots, leur message lent et prudent, plein de blessures recousues mais pas encore guéries. Maintenant, debout dans les coulisses du hall en marbre étincelant de l'hôpital, il sentit son pouls s'accélérer lorsque l'annonceur prononça son nom. Veuillez accueillir Claire Morgan Cole, fondatrice de la clinique Arbor et coprésidente de la Fondation Noah. Les applaudissements rempliront de la salle. Elle monta sur le podium, radieuse dans une simple robe bleu marine, ses cheveux tombant librement sur ses épaules. Elle ne ressemblait pas à la femme qu'il avait laissée derrière lui. Elle ressemblait à la femme qu'elle était toujours censée être. Claire commença à parler, sa voix ferme, mesurée. Quand nous avons construit cette aile, il ne s'agissait pas seulement de sauver des vies. Il s'agissait de reconstruire la foi en nous-mêmes, en la compassion, en l'idée que les gens peuvent changer. Elle fit une pause puis le regarda directement à travers la foule. Même ceux qui ont tout perdu. Le public murmura doucement. La gorge d'Ethan se serra. Pendant un instant, le monde se tut entre eux. Quand ce fut son tour, il monta lentement sur le podium, les mains tremblant légèrement. « J'ai passé la majeure partie de ma vie à construire des choses qui touchent le ciel, » dit-il. Des gratte-ciels, des entreprises, des empires. Mais ils se sont tous effondrés parce que j'ai oublié ce qui comptait au sol. Ma femme me l'a rappelé par sa force, son silence et sa miséricorde, que le plus grand héritage qu'un homme puisse laisser n'est pas fait d'acier ou de verre. Il est fait de pardon. Il n'y eut pas d'applaudissements au début. Seulement un silence, le genre qui signifiait que les gens écoutaient. Puis le son grandit, vague après vague, jusqu'à ce que toute la salle se lève en ovation. Après la cérémonie, il trouva Claire seule dans le jardin sur le toit de l'hôpital. La ville s'étendait en dessous d'eux, baignée d'or. Noah jouait à proximité avec une infirmière, riant, le genre de rire qui semblait autrefois impossible. « Tu as magnifiquement parlé, » dit-elle sans se retourner. « Je pensais chaque mot, » répondit-il. Claire le regarda, son expression indéchiffrable. « Les gens t'appellent un héros maintenant. » Ethan secoua la tête. « Les héros ne détruisent pas les choses qu'ils aiment. » Elle sourit faiblement. « Peut-être que les héros sont juste des gens qui apprennent trop tard, mais qui essaient quand même. » Ils restèrent en silence, levant les effleurants. Puis elle dit doucement, « Je ne pensais pas que tu viendrais aujourd'hui. »« Je le devais, » admit-il. « Je devais voir la vie que tu as construite sans moi. » Claire se tourna complètement vers lui.
Ce n'était pas sans toi, Ethan. C'était à cause de toi. Parce que te perdre m'a forcé à devenir quelqu'un de plus fort. Son honnêteté le coupa plus profondément que n'importe quel insulte n'aurait pu le faire. Pourtant, elle guérit aussi quelque chose en lui. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils se tenaient tous les trois, père, mère et enfant, ensemble pour la première fois sans peur. Claire tendit la main, ses doigts effleurant la sienne. Il sera assez grand pour comprendre un jour, dit-elle doucement. Quand il demandera qui tu es, que devrais-je lui dire? La voix d'Ethan était baisse, ferme. Dis-lui que je suis un homme qui a oublié ce qu'était l'amour et qui a passé le reste de sa vie à apprendre comment le mériter. L'air à l'extérieur de l'hôpital Mount Sinai scintillait de la chaleur du printemps. Le genre de matinée new-yorkaise qui sentait le café frais et les secondes chances. Des bannières ondulaient dans la brise au-dessus de la grande entrée. L'aile pédiatrique Noah Cole, un nouveau départ. Les caméras crépitaient, les journalistes se pressaient près des cordons de velours, et une foule de donateurs murmurait avec anticipation. Ethan se tenait dans le hall, ajustant le poignet de son modeste costume bleu marine. Fini les marques de luxe, la montre en or, l'arrogance qui l'avait autrefois défini. L'homme dans le miroir portait maintenant une force tranquille, et les faibles rides de quelqu'un qui avait payé le prix fort pour ses erreurs. Il avait été invité non pas en tant que PDG, mais en tant qu'homme qui avait aidé à financer une vision née du regret et reconstruite avec un but. Monsieur Cole, dit un bénévole en lui tendant un programme, vous serez assis au deuxième rang. Madame Cole a insisté. Pendant un instant, il se figea. Madame Cole, entendre ce nom prononcé à voix haute toucha quelque chose de profond et de fragile en lui. Il hocha la tête en silence, suivant l'huissier vers son siège. À l'avant de la salle, Claire se tenait derrière un podium, sa présence calme commandant l'attention. Vêtue simplement d'ivoire, elle ressemblait à la lumière personnifiée, stable, forte, intouchable. Sa voix se propagea doucement dans la salle. Quand ce projet a commencé, dit-elle, il ne s'agissait pas de rédemption. Il s'agissait de guérison. Pour les enfants, pour les familles et peut-être même pour nous-mêmes. La douleur peut vous détruire ou elle peut vous apprendre à reconstruire. Nous avons choisi la seconde option. Des applaudissements parcoururent la foule. La poitrine d'Ethan se serra de fierté et de honte mêlée. Quand ce fut son tour de parler, il se dirigea lentement vers la scène. Chaque objectif de caméra le suivait. Le magnat déchu se tenait maintenant là où il n'était autrefois apparu que dans les gros titres de la disgrâce. Il prit une profonde inspiration et fit face au public. Il y a 6 ans, commença-t-il, je pensais que le succès signifiait des gratte-ciel et des marges de profit. Mais quand j'ai tout perdu, mon entreprise, ma réputation, ma famille, j'ai découvert à quoi ressemble la vraie pauvreté. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de sens. Et la femme assise au premier rang, il fit une pause, sa voix s'épaississant, m'a appris que le sens est quelque chose que l'on construit, pas quelque chose que l'on achète. La foule était silencieuse. Même l'air semblait retenir son souffle. Je me tiens ici aujourd'hui, non pas en tant qu'homme d'affaires, continua-t-il, mais en tant qu'homme qui apprend à être un père, un partenaire, un meilleur être humain. La Fondation Noah ne concerne pas ma rédemption. Elle concerne la sienne. La femme qui avait toutes les raisons de me haïr, mais qui a choisi d'aider le monde à la place. Quand il s'éloigna du podium, les applaudissements qui suivirent furent tonitruants. Pas pour ses mots, mais pour la sincérité qui les sous-tendait. Plus tard, alors que la cérémonie se terminait, Ethan trouva Claire debout dans le jardin sur le toit, surplombant Central Park. La ville s'étendait sous eux, dorée dans la lumière déclinante. Leur fils Noah courait le long du chemin avec un ballon rouge, riant librement, inconscient de la gravité qui entourait les adultes qui avaient autrefois failli détruire son monde. Claire se tourna à l'approche d'Ethan. « Tu as bien fait, dit-elle doucement. Il sourit. « C'est toi qui as construit ça. J'ai juste suivi ton exemple. » Pendant un moment, ils restèrent en silence, la distance entre eux plus petite qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Tu as changé, admit-elle. Mais parfois, je me demande si les gens le font vraiment, ou s'ils apprennent juste à mieux cacher leurs cicatrices. » Ethan la regarda, les yeux sincères. « J'avais l'habitude de me cacher derrière tout, l'argent, le pouvoir, l'orgueil. Maintenant, les cicatrices sont tout ce que j'ai, et peut-être que c'est bien comme ça. »
Elles sont la preuve que j'ai survécu à la personne que j'étais. Claire l'étudia, son expression indéchiffrable. Puis, doucement, elle dit, « Tu n'as pas seulement survécu, Ethan. Tu as grandi. » Il expira lentement, comme si ses mots seuls avaient levé le poids des années. Au loin, le rire de Noah résonna sur le toit. Ethan regarda son fils, puis de nouveau Claire. « Tu m'as donné une seconde chance, dit-il. Tout le monde n'a pas ça. » Elle sourit faiblement, les yeux brillants dans le crépuscule. « Alors ne la gâche pas. » Et pour la première fois de sa vie, Ethan ne le fit pas. Le gala au River Café scintillait sur l'horizon de Brooklyn. Les lumières de la ville brillaient sur l'East River comme des fragments d'une couronne brisée. Une année entière s'était écoulée depuis l'ouverture de l'aile pédiatrique de la Fondation Noah. Une année de reconstruction silencieuse, de limites et de commencement. Ce soir, Ethan Cole se tenait sur la terrasse du restaurant, le bourdonnement du jazz et des rires flottants derrière lui. Il portait un simple smoking noir. Pas de logo de créature, pas d'excès, juste un homme attendant un moment qu'il n'était pas sûr de mériter. L'événement était une célébration du succès de la Fondation, des centaines d'enfants sauvés, des cliniques financées à travers la Nouvelle-Angleterre. Mais pour Ethan, il ne s'agissait pas d'applaudissements ou de photographies. Il s'agissait d'une seule personne, Claire. Il ne l'avait pas vue depuis la cérémonie de l'hôpital. Leurs lettres étaient devenues plus rares, leurs mots prudents, pleins de chaleur, mais méfiants, comme deux personnes ayant peur de toucher de vieilles blessures. Il ne savait pas si elle viendrait ce soir. Une partie de lui croyait qu'elle ne viendrait pas. L'autre partie, celle qui avait appris à espérer, croyait qu'elle le pourrait. Une voix douce interrompit ses pensées. « Tu détestes toujours la foule, n'est-ce pas? » Il se retourna, et elle était là. Claire se tenait encadrée par la douce lueur des lumières de la terrasse, sa robe bleu marine flottant comme la rivière sous eux. Ses cheveux étaient attachés lâchement, quelques mèches effleurant sa joue. Elle semblait intemporelle. Le souffle d'Ethan se coupa. « Tu es venu. »« J'ai failli ne pas venir, » admit-elle. « Mais ensuite, je me suis souvenu de ce que cet endroit signifie. » Il sourit faiblement. « Le River Café, notre premier dîner d'anniversaire. Tu as dit que c'était comme flotter entre deux mondes, la ville derrière nous, l'eau sous nous. Et je t'ai dit, dit-elle avec un petit rire, qu'un jour tu devrais choisir dans lequel tu voulais vivre. » Ethan s'approcha, ses yeux doux. « Je l'ai finalement fait. » Elle le regarda un long moment avant de parler. « Tu as l'air différent, plus âgé, plus sage, dit-elle simplement. » Ils marchèrent le long de la balustrade de la terrasse, le bourdonnement lointain de la circulation se mêlant au bruit des vagues clapotant contre la jetée. À l'intérieur, un chanteur de jazz chantait doucement sur les secondes chances. « Comment va Noah? » demanda Ethan doucement. « Heureux, dit-elle. Il adore l'océan. Michael lui apprend à pêcher tous les week-ends. Il garde toujours cette petite voiture en bois que tu lui as fabriquée près de son lit. » Ethan sourit. « Je suis surpris qu'elle soit encore en un seul morceau. » Claire se tourna vers lui, sa voix s'adoucissant. « Il demande de tes nouvelles parfois. » Sa poitrine se serra. « Que lui dis-tu? » « Je lui dis que son père apprend à être un homme bien. » Il déglutit difficilement. « Est-ce que je le suis? » Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle fouilla dans sa pochette et lui tendit une enveloppe. « Lis ça plus tard. C'est de Noah. » Ethan la regarda. L'écriture inégale, la faible tache d'une empreinte de pouce d'enfant. Il la tenait comme quelque chose de sacré. Les yeux de Claire rencontrèrent les siens. « Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé entre nous. Il sait juste que tu as construit un hôpital pour des enfants comme lui. C'est ce qui compte maintenant. » Ethan prit une profonde inspiration. « Et toi, Claire, qu'est-ce qui compte pour toi? » Elle hésita. « La paix. Je ne pensais pas la trouver un jour, mais te voir reconstruire, pas pour l'attention, pas pour le pouvoir. Peut-être que ça fait aussi partie de ma paix. » Ils se tenaient proches maintenant. La ville brillant derrière eux, la nuit bourdonnant doucement autour de leur silence. « Je n'attends rien, » dit Ethan. « Ni pardon, ni autre chance. Je voulais juste te voir heureuse. » Claire sourit, une seule larme brillant à la lumière. « Tu n'as pas à l'attendre. Parfois, la vie te surprend. » À ce moment, Noah apparut à la porte de la terrasse, tenant un ballon rouge et souriant largement. « Maman, regarde, ils ont du gâteau au chocolat. » Claire rit,
se penchant pour l'embrasser sur le front. « Vas-y, mon chéri. » Noah repartit en courant, son rire résonnant dans la nuit. Ethan le regarda partir, les yeux brillants d'une admiration silencieuse. Claire se retourna vers lui. « Il t'attend. Tu sais, il veut que son père soit à son prochain événement scolaire. » La voix d'Ethan se brisa. « Si tu me le permets. » Elle hocha la tête, souriant à travers ses larmes. « Nous le ferons tous les deux. » Alors que les lumières de la ville se reflétaient sur la rivière, Ethan réalisa que ce n'était pas une fin de conte de fées. C'était quelque chose de mieux. C'était réel. Le lendemain du gala, New York semblait différente, plus douce en quelque sorte, comme si toute la ville avait expiré. Les nuages se séparèrent, déversant la lumière du soleil sur Central Park, et l'air portait ce premier murmure fragile de printemps. Ethan Cole marchait sur les sentiers familiers bordés de cerisiers en fleurs, les mains profondément dans les poches de son manteau, son cœur plus lourd et plus léger à la fois. Devant, près du lac, il l'aperçut. Claire était assise sur un banc usé, ses cheveux captant la lumière du soleil, une tasse de café en carton dans les mains. Elle avait l'air paisible, non pas de la paix fragile qui vient de la fuite, mais de celle née après avoir survécu à toutes les tempêtes. À côté d'elle, Noah était agenouillé au bord de l'eau, jetant des miettes de pain au canard, son rire résonnant dans l'air calme. Ethan s'arrêta un instant, les regardant simplement. La scène était si simple, si pure, qu'elle en était presque douloureuse. Pendant des années, il avait imaginé des moments comme celui-ci. Pas les grands gestes ou les vacances de luxe, mais des matins qui semblaient honnêtes. Des matins qui ressemblaient à un foyer. Claire se tourna, sentant sa présence avant qu'il ne parle. « Tu es en avance, dit-elle en souriant faiblement. « Je n'ai pas dormi, admet-il. Je suppose que je ne voulais pas manquer ça. » Il s'assit à côté d'elle, prenant soin de garder une distance respectueuse. Le silence entre eux n'était plus tendu. Il semblait mérité. Noah se retourna, agitant la main avec enthousiasme. « Papa, regarde, ils me suivent quand je jette de la nourriture. » La poitrine d'Ethan se serra au mot « papa ». Il y avait si longtemps qu'il ne l'avait pas entendu sans douleur. « Tu as du succès avec eux, dit-il, sa voix s'étranglant légèrement. Claire sourit. « Il a ta patience. » Ethan rit doucement. « Tu dois penser à quelqu'un d'autre. » Elle sirota son café, les yeux fixés sur l'eau. Il ne connaît pas les détails, il est trop jeune. Mais il sait que son père est revenu. « J'ai failli ne pas le faire, » dit Ethan honnêtement. « Il y a eu des nuits où j'ai pensé que disparaître serait plus facile. » Claire le regarda, son expression douce mais ferme. « Fuir est toujours plus facile, mais plus difficile à vivre. » Il hocha la tête. « J'ai passé des années à construire des tours dont personne ne se souvient. Et maintenant, un seul de ces rires me semble la seule chose qui compte. » Claire le regarda longuement, puis dit « Tu as changé, Ethan, vraiment changé. »« J'essaie, dit-il chagrin. » Elle expira, les yeux brillants. « Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si cette nuit n'avait pas tout brisé? » La voix d'Ethan était basse. Nous serions encore en train de faire semblant d'être heureux. Et je serais encore trop aveugle pour savoir ce que je perdais. Elle sourit tristement. Peut-être que nous devions nous effondrer pour devenir qui nous étions censés être. Le vent changea, dispersant les pétales des cerisiers. Noah courut vers eux, riant alors que les pétales s'accrochaient à ses cheveux. Il se jeta dans les bras d'Ethan, gloussant. « Papa, tu viens à mon spectacle de l'école la semaine prochaine? » Ethan le serra contre lui. « Je ne le manquerai pour rien au monde. » Claire les regarda, sa main effleurant inconsciemment l'endroit sur son doigt où se trouvait autrefois son alliance. « Je ne sais pas à quoi ressemble l'avenir, » dit-elle doucement. « Mais je sais ceci, je ne suis plus en colère. » Ethan leva les yeux grands ouverts. « Tu ne l'es plus? » Elle secoua la tête. « La colère me protégeait, mais le pardon, c'est ce qui m'a finalement libéré. » Il ne put parler. Le poids de ses mots s'enfonça en lui plus profondément que n'importe quelle punition ne l'avait jamais fait. Noah tira sur la manche de Claire. « Maman, est-ce que papa peut venir dîner à la maison? » Elle hésita, puis regarda Ethan. « Voudrais-tu? » Il hocha lentement la tête, sa voix se brisant. « Rien ne me ferait plus plaisir. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie du parc, la lumière du soleil brillait sur le lac, transformant l'eau en or. Claire prit la main de Noah. Puis,
Après une pause, elle prit aussi celle d'Ethan. Ce n'était pas une grande réunion. C'était quelque chose de bien plus rare, la renaissance silencieuse et tremblante de la confiance. La maison dans le Maine était de nouveau calme, mais pas vide. La mer dehors fredonnait son rythme éternel. Les vagues effleuraient les falaises comme si elles murmuraient des bénédictions. Une année s'était écoulée depuis ce matin à Central Park, le matin où le pardon était devenu plus qu'un mot. Maintenant, la vie avait trouvé son propre rythme. La clinique de Claire prospérait. La ville lui faisait confiance et Ethan, contre toute attente, était resté. Il avait acheté une petite maison près du port. Rien à voir avec les penthouses qu'il possédait autrefois. Les murs sentaient le cèdre et la peinture. Les planchers craquaient avec caractère. Chaque matin, il se réveillait avant le lever du soleil, préparait du café et se rendait à la jetée avec Noah. Parfois, il pêchait. Parfois, il parlait simplement de rien. Mais pour Ethan, chaque conversation ressemblait à une rédemption gravée dans le temps. Claire arriva ce matin-là avec un panier de muffins et un doux sourire. « Tu ne fermes toujours pas ta porte à clé, taquina-t-elle, posant le panier sur la table. Ethan sourit. « Je suppose que j'aime l'idée que quelqu'un puisse entrer. » Elle secoua la tête en souriant à moitié. « Tu as changé, Ethan Cole. » Il lui versa du café dans une tasse en céramique usée. « Pour le meilleur, j'espère. »« Pour le plus calme, » répondit-elle en prenant une gorgée. « Je ne pensais pas que tu apprendrais un jour à rester tranquille. » Il s'appuya contre le comptoir, la regardant. « Peut-être que j'avais juste besoin d'une raison. » La lumière du soleil matinal inondait les fenêtres, peignant tout en or. C'était le genre de paix qu'aucun d'eux ne pensait mériter. Plus tard dans la journée, ils assistèrent à la foire annuelle de la ville. Les rires des enfants se mêlaient à l'odeur de caramel et d'air salin. Noah courait devant avec un avion en bois dans les mains. Un jouet qu'Ethan avait sculpté lui-même. Claire marchait à côté de lui, la distance entre eux plus petite mais maintenant, naturelle. « Tu te souviens quand tu ne supportais pas les petites villes? » demanda-t-elle en le regardant. Il gloussa. « Oui, maintenant, je ne peux pas imaginer en quitter une. » Alors que le soir tombait, ils se tenaient tous les trois au bord de l'eau, regardant les feux d'artifice éclore au-dessus de l'eau. La main de Claire effleura légèrement la sienne. Il ne bougea pas, craignant que le moment ne se brise. « Est-ce que ça te manque encore? » demanda-t-elle. La ville, le pouvoir, le bruit. Il secoua la tête. « Non, j'avais l'habitude de courir après les applaudissements. Maintenant, je cours après le calme, et j'ai appris que le calme peut être bruyant de la bonne manière. » Elle sourit, tournant ses yeux vers le ciel. « On dirait un poète. » Il rit doucement. « Non, juste un homme qui n'a plus d'excuses. » Une explosion d'or illumina les vagues, se reflétant sur son visage. Elle le regarda, son expression indéchiffrable mais tendre. « Tu as fait plus que changer, Ethan. Tu as guéri. »« Seulement parce que tu m'as laissé essayer, » dit-il. Pendant un moment, ils ne parlèrent pas. Les feux d'artifice s'estimpèrent, laissant derrière eux le murmure constant de la mer. Noah courut vers eux, riant, sa petite main agrippant les leurs. « Maman, papa, on peut rester debout pour regarder les étoiles? » Claire sourit. « Juste pour un petit moment. » Ils étendirent une couverture sur le sable, tous les trois allongés sous un ciel cousu de constellations. Noah s'endormit le premier, sa tête reposant entre eux. Claire tourna son regard vers Ethan. « Penses-tu parfois à la nuit où tout a commencé? » Il hocha lentement la tête. « Tout le temps, mais je ne la déteste plus, parce qu'elle m'a amené ici. » Elle le regarda vraiment, et pour la première fois depuis des années, ses yeux s'adoucirent avec quelque chose qui n'était pas sur la défensive. « Peut-être, murmura-t-elle, que nous devions nous perdre pour nous retrouver. » Ethan tendit la main, sa main couvrant la sienne. « Et peut-être, dit-il, sa voix à peine plus forte que les vagues, que nous n'avons jamais été vraiment perdus, juste en attente de rentrer à la maison. » La marée se rapprocha, embrassant le bord de la couverture comme pour sceller leurs mots dans le sel et la lumière. Au-dessus d'eux, une dernière traînée d'or traversa le ciel. Fugace, mais assez brillante pour y croire à nouveau. Voilà donc comment se termine notre histoire. Si vous êtes encore là, mon ami, alors quelque chose dans ce voyage a dû vous toucher. Peut-être pas le drame, mais la vérité tranquille qui se cache derrière. Car au fond, il ne s'agissait pas seulement de trahison, de perte ou de rédemption.
Il s'agissait de ce que Marc Aurèle a écrit un jour. L'âme se teint de la couleur de ses pensées. Ethan a appris qu'aucun empire, aucune richesse, aucun pouvoir ne peut guérir un cœur qui refuse de se regarder en face. Mais quand nous arrêtons enfin de fuir, quand nous osons nous arrêter et prendre nos responsabilités, la guérison commence. Peut-être que vous aussi, vous avez une tempête que vous essayez de surmonter. Peut-être que le pardon vous semble impossible en ce moment. Mais souvenez-vous de ce que les stoïciens enseignaient. La douleur n'est pas une punition, c'est une préparation. Nous devenons plus forts non pas en échappant à ce qui nous a brisés, mais en apprenant à nous en relever. Alors, si cette histoire vous a touché, même un peu, donnez-lui un j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et abonnez-vous pour rester avec nous pour plus d'histoires qui vous rappellent. Peu importe la profondeur de votre chute, vous pouvez toujours vous reconstruire, un pas honnête à la fois. Car la rédemption, mon ami, n'est jamais trop tardive. Elle commence simplement au moment où vous décidez de commencer.